Une infirmière essaie d'enlever la bague du doigt d'une jeune femme décédée, mais tout à coup, la main se referme et elle panique. C'est tôt le matin et le couloir de l'hôpital est trop calme. Seul le bruit des pas de Doña Lorena rompt le silence, un pas traînant suivi d'un autre plus ferme. Elle porte sa vieille robe de chambre, un peu ample aux épaules, et tient un plateau en métal qui bouge légèrement au rythme de ses pas jusqu'au bout du couloir. La porte de la morgue porte une enseigne usée et terne, comme si même le métal ressentait le poids de ceux qui y entrent. Lorena pousse la porte avec sa hanche. Elle est habituée au bruit du métal qui frotte contre la poignée. À l'intérieur, la lumière est froide, bleutée, presque cruelle, et l'odeur est un mélange de désinfectant et d'un vide que seuls ceux qui travaillent avec la mort connaissent. Elle prend une profonde inspiration ou essaie de le faire. L'air y semble plus lourd. À droite, sur la civière en acier, le corps qui vient d'arriver. Ana Sofia Mendoza, une femme de 43 ans recouverte jusqu'au cou d'un drap blanc, les doigts raides en l'air, la peau conservant encore une couleur, vestige d'une vie qui ne reviendra pas. Lorena s'approche avec précaution, découvre les mains, prend le bloc-notes avec les papiers et parle doucement, comme si elle ne voulait pas déranger Ana Sofia. Passons en revue le protocole. Oui, ce sera rapide, je promets d'être douce. Elle parle toujours avec respect, car pour elle, chaque corps a une histoire. Et même si elle ne la connaît pas, elle la ressent. Elle a l'impression que les murs de la morgue renferment les échos de ces histoires. Lorena s'accroupit, les doigts tremblants un peu à cause du froid, et peut-être d'autres choses. Elle prend délicatement la main gauche de la défunte. Les doigts sont froids et raides, mais elle y voit une simple bague en argent sans pierre, usée sur les bords, mais qui a quelque chose qui fait s'arrêter le temps pendant un instant. Lorena fronce les sourcils, le regard fixé sur cette bague, comme si le monde s'était soudainement tu. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle sent une pression dans sa poitrine et cesse soudainement de respirer, non pas par peur ou par effroi, mais à cause d'une sensation qui monte lentement et envahit tout son corps, comme si cette bague disait quelque chose, comme si elle l'avait déjà vue, comme si une vieille alarme endormie se réveillait au plus profond de sa mémoire. Elle déglutit péniblement, le visage pâle pendant une seconde. Le plateau métallique tremble légèrement sous le frémissement de sa main. Elle ne quitte pas la bague des yeux et pour la première fois depuis de nombreuses années qu'elle travaille à la morgue, Lorena ressent quelque chose qu'elle ne peut expliquer, mais elle le ressent très fortement. Elle pose le plateau métallique à côté du corps et enfile ses gants. Le contact du gant avec la peau incolore de la femme décédée lui procure toujours un peu de tristesse, car même si les années passent, Lorena ne s'habitue jamais à cela. Elle regarde à nouveau la bague. Elle ne peut pas la sortir de sa tête, mais elle doit suivre le protocole. Inventaire, collecte des effets personnels. Chaque objet retiré est soigneusement conservé avec un numéro et une photo. Tout doit être fait correctement, par respect, par obligation légale, par dignité. Elle prend délicatement la main d'Ana Sofia. La bague est à l'annulaire gauche, usée, simple mais solide, très solide. Lorena essaie de la tourner lentement, mais rien ne se passe. Le métal semble collé à la peau. Peut-être a-t-il gonflé après la mort. Cela arrive, mais même ainsi, quelque chose la dérange. Elle essaie à nouveau, en faisant de petits mouvements, attentive à ne pas blesser quelqu'un qui n'est déjà plus là, mais elle agit comme si elle le pouvait. La bague ne bouge pas et Lorena soupire profondément. Elle regarde la civière, regarde le visage de la femme et parle doucement, presque dans un murmure. « Excusez-moi, madame, je voudrais juste retirer cette bague, je suis désolée. » Elle essaie à nouveau, cette fois avec un peu de solution saline sur ses doigts pour voir si ça glissera. La main est froide et raide, mais elle semble étrangement tendue. Les doigts ne sont pas aussi détendus qu'ils devraient l'être, comme s'ils agrippaient quelque chose d'invisible. Lorena s'arrête un instant et regarde autour d'elle. Le silence de la morgue pèse à nouveau lourdement. Elle sent une boule dans sa gorge qui n'a pas de nom. C'est peut-être la fatigue, peut-être le froid, ou peut-être simplement ce genre de présence que personne ne peut expliquer, mais que certaines personnes ressentent. Lorena prend une profonde inspiration et reprend délicatement la main de la femme. Les doigts sont toujours froids et raides, mais elle persiste. Elle utilise un peu plus de solution saline, serre lentement et tourne la bague avec ses pouces, sentant la légère friction contre la peau pâle. Cette fois, il bouge d'environ 1 millimètre, juste un peu, presque rien, mais assez pour qu'elle se dise « maintenant ». Sans le vouloir, elle retient son souffle pendant une seconde. Puis, juste au moment où elle appuie pour tourner la bague une fois de plus, la main de la femme bouge. On dirait que les doigts ont voulu se refermer. Le choc est immédiat. Lorena pousse un cri étouffé. Le plateau métallique tombe sur le sol dans un grand fracas. Les pinces, les ciseaux,
Tout tombe sur le sol carrelé blanc et se disperse dans un bruit froid et aigu qui résonne dans l'amphithéâtre comme une gifle. Elle recule instinctivement et se plaque contre le mur, les mains tremblantes en l'air, ne sachant pas quoi attraper. Sa poitrine se soulève et s'abaisse de manière incontrôlable. Son visage perd sa couleur, ses yeux fixés sur cette main désormais fermée. Elle regarde autour d'elle. Personne. Silence total. Elle murmure, presque essoufflée. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?» Le plateau est renversé sur le sol, mais était-il là avant ou après? Elle essaye de se souvenir. L'a-t-elle laissé tomber parce que sa main s'est fermée? Ou sa main s'est-elle fermée parce qu'elle l'a laissé tomber? Lorena se penche lentement et ramasse les instruments tombés, les yeux rivés sur cette main. Elle s'approche à nouveau. Les doigts de la femme sont maintenant plus serrés. Ça ne devrait pas être possible. Non, pas comme ça. Pas avec un corps qui est raide depuis un certain temps. Elle n'ose pas le toucher à nouveau. Elle reste là, immobile, le cœur battant dans ses oreilles, le front moite, un frisson lui parcourant le dos, le genre de frisson qui commence dans l'estomac. Et le silence envahit à nouveau la pièce, mais ce n'est pas le même silence. C'est un silence lourd, vivant, dense, comme si quelque chose d'invisible était là. Et Lorena, le regard fixé sur cette main, se demande, sans oser le dire à voix haute, si elle est vraiment morte ou s'il y a encore quelque chose là, quelque chose qui ne veut pas partir. L'air semble plus froid maintenant. Son cœur bat de façon irrégulière, pas seulement à cause du choc, mais à cause d'autre chose, quelque chose de plus profond, un vieux sentiment enfoui depuis de nombreuses années. Elle ferme les yeux un instant et retourne soudainement dans le passé, il y a 22 ans. C'était aussi l'aube, une autre lumière froide, une autre porte qui s'ouvrait en grinçant. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'amphithéâtre, c'était la porte de l'église de San Miguel. À cette époque, Lorena était encore jeune et travaillait à temps partiel comme bénévole à la paroisse. C'était une nuit pluvieuse, il n'y avait presque personne dans la rue, et quelqu'un qui reste inconnu à ce jour a laissé une boîte à chaussures sur le banc devant l'église. À l'intérieur, il y avait un nouveau-né. Ses pleurs étaient nés faibles, presque inaudibles. La peau du bébé était froide, légèrement violacée au bout des doigts, enveloppée seulement dans une fine couverture, et à côté d'elle, sur le bord de la couverture, attachée avec un morceau de ruban, une bague. Lorena s'en souvient comme si c'était hier. L'éclat discret sans pierre, à moitié plié et avec une petite entaille à l'intérieur, comme si la bague avait été cassée exprès, la moitié de quelque chose. Elle s'est penchée et a pris le bébé dans ses bras avec une attention inexplicable. La chaleur de sa propre peau a été la première chose qu'elle lui a donnée. Puis elle a couru à l'hôpital avec elle, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là ne s'est jamais effacée de sa mémoire. Aujourd'hui, elle se tient à nouveau sous la lumière froide, regardant la bague à la main de la femme allongée sur la civière. Elle la voit. C'est le même type de bague, le même design, le même éclat usé, la même petite entaille. Sa gorge se serre. Lorena retient ses larmes, mais ses yeux en sont déjà remplis. Elle s'approche lentement, prend le téléphone portable avec des mains tremblantes, prend plusieurs photos de la bague, chaque détail possible, zoom, fait pivoter l'image. L'entaille est là, petite mais bien présente. Elle essaie alors à nouveau de retirer la bague avec beaucoup de précaution, en la tournant lentement, mais la bague ne veut pas s'enlever. Lorena regarde à nouveau la femme et reste silencieuse pendant un moment. Seul l'abattement de son cœur résonne dans ses oreilles et dans sa tête. La question commence à la tourmenter. Et si cette bague était la même? Et si cette femme faisait partie de ce qui était resté sans réponse cette nuit-là, il y a tant d'années? Elle ne se rend même pas compte qu'elle a le téléphone portable dans la main. Elle le déverrouille et cherche dans ses contacts avec des doigts tremblants. Le nom apparaît comme s'il avait toujours été là, à l'attendre. Lorena hésite, regarde une fois de plus la femme sur la civière et appuie sur le bouton vert. Le téléphone sonne une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e sonnerie, quelqu'un répond. « Allô ?» La voix est basse et enrouée par le sommeil. Lorena parle dans un murmure désespéré. « Carmen, je suis désolé. Désolé de t'appeler à cette heure-ci. C'est urgent. » À l'autre bout du fil, il y a un court silence. Il s'est passé quelque chose? Tu es avec Valeria? Encore du silence. Oui, elle dort ici. Pourquoi? Lorena ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Elle a du mal à trouver le courage de parler. Carmen, tu te souviens quand elle était bébé, à l'église, avec la boîte à chaussures? Bien sûr que je m'en souviens, Lorena. Comment pourrais-je oublier le jour où je l'ai rencontrée? Carmen, j'ai besoin que tu viennes avec Valeria. La voix de son amie change de ton et devient alerte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as découvert quelque chose? Lorena hésite à nouveau, regarde la sonnerie, déglutit.
je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai juste besoin que tu viennes, s'il te plaît, tout de suite, tout de suite. À l'autre bout du fil, Carmen reste silencieuse pendant quelques secondes, puis dit « J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que c'est là ?» Pas. L'appel prend fin. Lorena reste immobile, le téléphone portable toujours à la main, les doigts froids, le cœur battant à tout rompre. Le couloir de l'hôpital lui semble plus long que jamais. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle va dire, mais quelque chose en elle lui crie que Valeria doit voir ça parce que cette fille n'a pas été trouvée par hasard, elle a été remise à quelqu'un et peut-être qu'il l'appelait pour la récupérer. Il était presque 4 heures du matin lorsque Valeria franchit la porte de la morgue, les yeux encore gonflés de sommeil, les cheveux tirés en arrière à la hâte, le visage empreint de crainte, essayant de comprendre ce qui justifiait un appel aussi urgent et mystérieux. Elle se dirigea vers l'endroit où se tenait Lorena. Carmen la suivait, plus silencieuse que jamais. Valeria regarda la civière avec respect. Elle ne semblait pas avoir peur, mais plutôt éprouver une étrange curiosité, silencieuse, presque pesante. Lorena prit une profonde inspiration, s'écarta et désigna quelque chose du regard. « Regarde cette bague !» Valeria se pencha. La lumière froide frappait le métal, qui brillait d'un reflet terne, presque timide, le même éclat qu'elle connaissait depuis qu'elle était petite. Avant même de réfléchir, Valeria porta la main à sa poitrine et sortit le petit collier qu'elle portait toujours, suspendu à une fine chaîne. Il y avait une bague. Elle la retira lentement et regarda l'objet dans ses mains comme si elle le voyait pour la première fois. Son pouce caressa le côté, puis elle dit doucement, sans quitter le collier des yeux. « Je porte ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ma mère m'a dit qu'il était avec moi quand ils m'ont trouvé. » Lorena déglutit. Son regard passa du collier à la bague, au doigt de la femme allongée sur la civière, puis revint au collier. « Je vois, » dit Valeria. Elle retira le collier et le tendit à Lorena. Lorena tint les 2 bagues avec beaucoup de précaution, l'une toujours au doigt de la femme, l'autre allégée par les années, suspendue au cou d'une fille qui avait grandi sans savoir d'où elle venait. Elle retourna la bague de Valeria, la regarda, puis le vit. Une petite entaille fine, presque impossible à voir, mais elle était bien là, exactement à l'opposé de l'entaille sur la bague d'Anna Sofia, comme si quelqu'un avait un jour cassé une seule alliance en 2. Lorena mit les 2 ensemble. L'entaille d'un côté correspondait parfaitement à celle de l'autre. « Mon Dieu !» murmura Valeria. Elle s'approcha et regarda de plus près. C'est la même, elle est identique. Ses mains se mirent à trembler. Carmen posa sa main sur son épaule, essayant de la soutenir, mais Valeria ne pouvait détacher ses yeux des bagues, désormais réunies comme les pièces d'un puzzle, restées incomplets pendant 2 décennies. C'était celle de ma mère. Lorena ne répondit pas, car elle n'avait pas besoin de réponse. Tout était déjà là, dans le silence, dans le toucher, dans l'ajustement, dans le temps qui avait passé, mais qui n'avait pas effacé les 2, qui étaient maintenant à nouveau réunis. Le silence dans la pièce était si intense qu'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Valeria continuait à regarder les 2 bagues désormais réunies, comme si elle ne voulait pas accepter ce qu'elle commençait à comprendre. Ses yeux étaient remplis de larmes. Son jeune visage essayait de cacher une vieille peur, une peur sans nom, mais qui vivait en elle depuis longtemps. Elle leva lentement les yeux et demanda d'une voix très basse, presque inaudible, « Qui est cette femme ?» Lorena ferma les yeux pendant 1 seconde, comme si ces mots pesaient plus lourd que le monde. Quand elle les rouvrit, elle déglutit bruyamment. La réponse sortit faiblement mais fermement, avec le soin de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de changer une vie. « Peut-être ta mère. » Valeria ne bougea pas. Elle resta là, immobile, mais à l'intérieur, tout s'écroulait. Carmen fit un pas vers elle mais respecta son espace. C'était entre Valeria et le passé. Soudain, on frappa à la porte. Lorena, avec une urgence qu'elle ne comprenait même pas, prit une profonde inspiration, attrapa davantage de solutions salines, retourna vers la civière, regarda Anna Sofia avec un mélange de respect, de peur et d'espoir, tendit lentement la main vers la sienne, la toucha doucement, des gouttes de solution saline tombant de ses doigts, et au moment où elle essaya de tourner à nouveau la bague, les doigts bougèrent doucement, mais clairement, comme un réflexe ou un signe. Lorena se figea. Son souffle se coupa pendant 1 seconde. Elle ouvrit les yeux, surprise, puis lentement, le coin de l'œil de la femme trembla, presque imperceptiblement, presque invisiblement, mais cela se produisit. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Sa main se dirigea directement vers le bouton d'urgence et appuya dessus avec force. « Docteur, venez ici tout de suite !» Le son de l'alarme retentit dans l'amphithéâtre. Mais à l'intérieur, le bruit le plus fort
était celui des questions qui explosaient dans la poitrine de Valeria. Si cette femme était vraiment sa mère, alors pourquoi maintenant? Pourquoi là? Pourquoi comme ça? Était-il encore temps? Pouvait-elle encore dire tout ce qu'elle n'avait jamais dit? Lorena resta immobile, sentant son sang battre plus vite, comme si quelque chose de très ancien et de très important voulait enfin se réveiller. Le bouton rouge clignotait sans arrêt. Le son de l'alarme était faible, mais suffisant pour faire battre plus vite le cœur de tout le monde dans la pièce. La porte de l'amphithéâtre s'ouvrit brusquement et le docteur Esteban Herrera entra, vêtu d'une blouse blanche, les cheveux en bataille, les lunettes légèrement de travers, le visage sérieux de quelqu'un qui a trop vu et qui ne croit presque plus en rien. Lorena désigna la femme sur la civière d'une voix agitée. Elle bougea la main et son œil réagit au contact. Le docteur Esteban ne s'approcha pas tout de suite. Il croisa les bras, fit un pas et dit d'un ton incrédule « Le réflexe post-mortem est courant. Le corps réagit involontairement. Ce n'est pas la vie. Ce n'était pas ça », insista Lorena avec fermeté. C'était autre chose. Regardez-la attentivement. Regardez la bague. Regardez les signes. Faites le test d'hypothermie, s'il vous plaît. Il renifla. Il ne voulait pas perdre de temps, mais il vit les yeux de Valeria, et ce regard en disait long. Il disait tout. Esteban s'approcha de la civière, toucha ses doigts, vérifia la couleur de sa peau, prit sa température avec un petit capteur, puis regarda l'écran de l'oxymètre portable. La ligne était presque droite, mais avec un peu de bruit. C'était suffisant. Il leva la main et appela les infirmières par l'interphone. Équipe de soutien, salle d'autopsie, code bleu. Préparez le protocole de réanimation par hypothermie. La civière se dégagea avec un clic sec et les roues se mirent à tourner sur le sol blanc. Lorena courut à côté, poussant avec eux. Valeria suivit précipitamment, les yeux remplis de larmes, respirant bruyamment à chaque pas. C'était comme si quelque chose en elle courait ou fuyait aussi. « S'il vous plaît, » dit-elle en trébuchant presque, « ne la laissez pas partir à nouveau, pas maintenant. » Le couloir était rempli de bruit. Le roulement des roues, des pas rapides, un bip lointain, des sanglots étouffés. L'ascenseur s'ouvrit avec un bruit métallique. À l'intérieur, le bruit était faible, mais la tension restait palpable. Le docteur Esteban ne quittait pas les signes des yeux. Lorena s'agrippait au bord du brancard comme s'il s'agissait d'une ancre. Valeria pleurait en silence, la main sur la poitrine, serrant son collier et le serrant fort. Les doubles portes d'urgence s'ouvrirent avec un bruit sourd. La lumière blanche frappa directement ses yeux. Tout bougeait, tout était précipité, mais c'était une précipitation prudente et silencieuse, comme si la mort elle-même s'était arrêtée à la porte et avait dit « Attendez, pas encore, l'heure n'était pas encore venue. » L'équipe médicale attendait déjà, rapide, entraînée, précise. Une des infirmières prépara la perfusion chaude, une autre connecta le moniteur. Le corps d'Anna Sofia fut transféré de la civière métallique au lit d'hôpital. Une couverture thermique fut déployée comme une couverture d'espoir. Un tube à oxygène fut soigneusement placé sur son visage. Le son du moniteur emplissait la pièce, une ligne presque droite avec de petites ondes instables. C'était du bruit, mais c'était aussi un souffle de possibilité. Le docteur Herrera ne dit rien, se contentant de regarder les données et de donner des ordres rapides d'un signe de tête. Ses yeux ne reflétaient plus seulement le doute. Il y avait autre chose, une question, un respect qui commençait à grandir. Lorena se tenait dans un coin, incapable de détourner le regard. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. C'était une autre sorte d'émotion, une douleur mêlée de soulagement, comme si quelque chose commençait enfin à se manifester. Le sac de la patiente était posé sur la table en tissu toute simple. Lorena l'ouvrit instinctivement et en sortit les documents, quelques papiers pliés, un mouchoir et parmi eux, un morceau de papier jauni aux bords usés. C'était une feuille de cahier ordinaire pliée plusieurs fois. Quand Lorena la déplia, elle vit qu'elle était écrite à la main, en lettres tremblantes, comme si elle avait été écrite en pleurant. Elle lut en silence. « Pardonne-moi, ce n'était pas par manque d'amour. Je n'ai pas pu tenir le coup. » Le cœur de Lorena se serra comme s'il était écrasé. Cette femme n'avait pas abandonné sa fille par méchanceté. Elle ne l'avait pas abandonnée. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas une décision. Lorena s'assit lentement, tenant toujours le papier dans sa main. Elle regarda la femme dans le lit, enveloppée dans une couverture thermique, reliée à des câbles, ramenée à la vie, et pensa à tout ce que la lettre ne disait pas, à tout ce qui était resté prisonnier de ses yeux pendant 22 ans. Valeria se tenait plus en retrait, observant tout, la main serrée sur le collier, le souffle irrégulier, et une question commença à se former, encore informe, encore douloureuse.
Et si ma mère n'avait jamais voulu me quitter? La réponse flottait toujours dans l'air, mais elle ne semblait plus si lointaine. Le moniteur continuait d'afficher de petites variations, des oscillations timides, presque invisibles, mais perceptibles pour ceux qui croient que chaque millimètre de ligne est une chance de ramener quelqu'un à la vie. Le docteur Esteban rompit le silence sans quitter les signes des yeux. En cas d'hypothermie, il peut encore y avoir une activité minimale, mais elle est dans le coma. Le mot resta suspendu dans l'air comme un coup. Coma. Valéria ne comprit pas tout de suite. Elle dut le répéter doucement, comme pour tester le mot et voir s'il faisait moins mal. Coma. Elle se tourna vers le médecin. Va-t-elle se réveiller? Il hésita, comme s'il ne voulait pas mentir, mais ne voulait pas non plus anéantir une lueur d'espoir. Avant qu'il ne puisse répondre, Lorena s'approcha. Sa voix était ferme, pleine de vie, bien que craintive. Tant qu'il y aura des signes, nous resterons ici. Valéria la regarda et trouva la force dont elle avait besoin, comme un refuge. Lorena serrait une vieille enveloppe dans ses mains. Elle l'avait prise dans le sac d'Anna Sofia. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de papier jaunies qui sentèrent le temps et renfermèrent la douleur. Elle l'ouvrit avec précaution et en sortit une série de coupures de journaux, du papier fin et fragile, mais avec des mots qui avaient du poids. Valéria lut. La famille Mendoza recherche un bébé abandonné à l'église San Miguel. Son cœur s'arrêta. La nouvelle était ancienne, datée de la même année où il l'avait trouvée. Les petites lettres racontaient une histoire courte mais claire. Une jeune mère, Ana Sofia Mendoza, avait disparu de l'hôpital après avoir accouché. Quelques jours plus tard, la famille avait commencé à rechercher un bébé abandonné dans une église de Chicago. Ils avaient décrit la couverture et la boîte, et même la bague. Lorena murmura « Ils t'ont cherché ». Valéria se couvrit la bouche de la main, les yeux remplis de larmes, la poitrine se soulevant et s'abaissant de manière incontrôlable. « Ils m'ont cherché et ne m'ont pas trouvé ». Lorena secoua lentement de la tête. Cette douleur était trop ancienne pour être pressée. « Ils ne t'ont pas trouvé. Le système d'adoption était un désastre. Ils t'ont prise sans nom, sans origine. Les informations ont été perdues. » Valéria ferma les yeux, une larme coulant sans effort. C'était comme si un vieux trou en elle se remplissait et en même temps lui faisait encore plus mal. Puis elle a essayé de me retrouver. Lorena acquiesça. Elle a essayé et elle n'était pas la seule. Valéria pressa les coupures de presse contre sa poitrine comme si elle pouvait ressentir pour la première fois un amour qu'elle n'avait jamais connu. L'amour de celle qui l'avait cherchée, l'amour de celle qui s'était perdue en essayant de la retrouver. Le bruit du moniteur était le seul mouvement dans la pièce, rythmique, doux, presque comme le bruit d'un souffle qui ne veut pas s'éteindre. La lumière du plafond se reflétait dans les yeux remplis de larmes de Valéria. Elle tenait toujours les coupures de journal comme si elles faisaient partie de son propre cœur. Lorena resta silencieuse pendant quelques secondes. Son esprit revint à ce jour, celui qu'elle n'avait jamais oublié. C'était la nuit, il faisait froid, un vent glacial balayait les rues de l'Illinois, et cette nuit-là, à l'intérieur de l'église Saint-Michel, elle trouva la boîte, une simple boîte à chaussures avec une fine couverture à l'intérieur et un petit bébé. Ses petits doigts étaient violets. Elle pleurait à peine, respirait à peine. Lorena s'agenouilla à ce moment-là, comme si son instinct parlait plus fort que n'importe quelle règle. Elle prit le bébé dans ses bras et le serra contre sa poitrine. Elle ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Elle l'enveloppa plus étroitement et le serra contre elle. Elle courut, mais c'est là, en fermant la boîte, qu'elle vit qu'elle était attachée avec un ruban usé. Il y avait une petite bague en argent, sans valeur, mais avec une marque à l'intérieur, une entaille comme si quelqu'un l'avait cassée en deux. Cette bague était venue avec le bébé. Cette bague était tout ce qu'elle avait de son passé. Lorena revint au présent et regarda Valéria avec une expression ferme. Elle rapprocha les deux bagues, celle qui était au doigt de la femme et celle que Valéria portait à son collier. Il y eut un silence. Elle les mit ensemble, et les entailles à l'intérieur se rejoignirent et s'embrassèrent comme des pièces nées ensemble, et à l'intérieur apparut l'inscription que personne n'avait pu lire complètement. Pour Valéria, pardon, 2003. Valéria se couvrit la bouche des deux mains. La larme tomba avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Son corps tremblait doucement, comme si tout cela était trop irréel pour être vrai. Lorena a posé les bagues jointes dans la petite fenêtre en acrylique de l'unité de soins intensifs. « Regarde-la », a-t-elle dit doucement. « Parle à celle qui t'appartient. » Valéria a fait un pas de plus, et lorsqu'elle a posé son front contre la vitre, c'était comme si le temps s'était courbé,
comme si cette vitre séparait deux vies qui ne pourraient jamais se regarder dans les yeux. Elle a dit doucement « Maman, je suis là ». Elle a fermé les yeux très fort. « Je te pardonne ». Elle les rouvrit lentement, la voix brisée. « Reviens, reviens, même si c'est juste pour m'entendre ». Le bruit du moniteur continuait, mais le silence en elle commençait à se briser. La vitre de l'unité de soins intensifs s'embua sous l'effet de la respiration haletante de Valéria. Son front était toujours appuyé contre la vitre, les yeux fermés, les mots coincés entre ses dents. Le silence dans la pièce était si intense que le moindre bruit semblait sacré. Même le bip du moniteur semblait différent à présent. Puis, un petit pic apparut à l'écran, une légère élévation comme une petite marque au cœur de la ligne droite. Le docteur Herrera, qui observait de loin, fit un pas en avant. Il avait à peine fini de parler qu'un autre pic apparut, un peu plus grand, presque imperceptible mais réel. Valéria ouvrit grand les yeux. Lorena retint son souffle. Carmen posa ses mains sur sa poitrine et sur le brancard, la main d'Anna Sofia se contracta légèrement, doucement, mais elle bougea comme pour dire « Je suis là ». Le docteur Herrera regarda le moniteur, regarda le corps, regarda à nouveau l'écran. Ça pourrait être un réflexe, ou ça pourrait être qu'elle entend votre voix. Il n'avait plus cette certitude absolue. Il avait un doute, il avait de l'espoir. Dans la pièce, personne n'osait parler. C'était comme si le moindre bruit pouvait briser ce moment. Tout le monde retenait son souffle. Le temps semblait s'étirer, un silence plein de questions, plein de choses non dites. Valéria n'en pouvait plus. Elle lâcha le verre, recula d'un pas et s'effondra. Elle tomba à genoux, le visage caché dans ses mains. La douleur jaillit avec force, comme si elle l'avait retenue pendant des années. Si c'est ma mère, pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Lorena s'agenouilla calmement à côté d'elle, sans rien dire au début. Puis d'une voix basse, ferme et sincère, elle dit « Valéria, écoute attentivement ce que je vais te dire ». Elle lui prit le visage entre ses mains, le regard fixe. La lettre, la bague, ce n'est pas un abandon dû à un manque d'amour. Il y a des gens qui aiment tellement mais qui ne peuvent pas rester. On va découvrir ce qui s'est passé. Valéria pleura en silence, tout son corps bougeant lentement, les larmes coulant comme si elle nettoyait 22 ans de vide que personne n'avait pu combler. La jeune fille serra le collier contre sa poitrine et, là, agenouillée sur le sol froid de l'hôpital, elle commença à comprendre une vérité que personne n'avait jamais dite à voix haute. Toutes les absences ne sont pas un choix. Valéria était toujours sur le sol, serrant ses genoux contre elle, lorsqu'elle sentit deux bras puissants l'enlacer délicatement. C'était une étreinte qu'elle connaissait bien, une chaleur familière qui l'avait réconfortée dans sa fièvre d'enfance, apaisé ses peurs à l'adolescence et attendu en silence toutes les questions qu'elle n'avait jamais eu le courage de poser. C'était Carmen. Elle ne dit rien au début, se contentant de rester là, serrant sa fille dans ses bras, toutes les deux sur le sol de l'unité de soins intensifs, en silence, seuls les pleurs de Valéria remplissant l'air, des pleurs nouveaux, différents, plus intenses qu'auparavant, plus douloureux, plus réels. Après quelques minutes, Carmen caressa les cheveux de sa fille, approcha son visage et dit d'une voix brisée « J'ai essayé, je le jure sur tout ce qui est sacré, j'ai essayé de te rendre à ta famille. » Valéria, les yeux gonflés, leva lentement la tête. « Que cherchons-nous, ma fille ?» dit Carmen avec douleur. « Quand tu es arrivée, toute petite, enveloppée dans cette couverture avec l'anneau qui y était accroché, je savais que ce n'était pas seulement un abandon. Je l'ai senti. » Elle fit une pause et prit une profonde inspiration. « J'ai cherché, j'ai parlé au prêtre, je suis allé au poste de police, j'ai frappé aux portes des orphelinats, j'ai cherché, mais tout était confus, les papiers étaient faux, l'hôpital avait perdu les dossiers, personne ne savait rien avec certitude, il semblait que chaque piste aboutissait à une impasse. Valéria écoutait, les yeux rouges, le cœur serré, et on ne s'est jamais croisés, continua Carmen. Ta mère, ta grand-mère, on était proches, mais on suivait des chemins différents, et le temps a passé. Elle serra Valéria plus fort dans ses bras, mais je ne t'ai jamais rien caché. Je ne savais juste pas comment te le dire. Je n'avais que le silence. Valéria posa son visage sur l'épaule de sa mère adoptive. Sa voix était douce, presque haletante. Tu m'as aimé comme ta fille, n'est-ce pas? Carmen n'hésita pas. Depuis le jour où je t'ai prise dans mes bras, depuis avant, depuis que j'ai entendu ton doux cri dans cette boîte. Elles pleurèrent toutes les deux ensemble, là, sur le sol froid de l'hôpital. Car même si la douleur était grande, une certitude prenait forme. Personne n'avait abandonné personne. Elles s'étaient juste perdues, et parfois, c'est déjà trop d'amour. Le numéro était écrit sur un bout de papier plié au fond du sac.
Lorena a hésité avant d'appeler le nom écrit en petites lettres. Doña Teresa Mendoza. Ses mains tremblaient pendant qu'elle composait le numéro. L'appel a été long. Son cœur battait à toute vitesse quand la voix à l'autre bout a répondu faiblement et d'une voix rauque. Lorena pouvait à peine respirer. « Doña Teresa, excusez-moi de vous appeler ainsi, mais c'est à propos de votre fille, Anna Sofia. » Le silence dura quelques secondes, puis tout ce qu'elle entendit fut « Où est-elle » Moins d'une heure plus tard, la porte de la réception s'ouvrit lentement. Une petite femme fragile entra, le corps tremblant, un mouchoir en tissu serré entre les doigts. Son visage était un mélange de peur et d'espoir, comme celui de quelqu'un qui porte un deuil sans fin. Lorena s'est dirigée vers elle. Elle n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Elle a conduit la femme jusqu'à la salle de soins intensifs et lui a montré la vitre. À l'intérieur, Doña Teresa a vu sa fille, son corps immobile, enveloppé dans une couverture thermique, son visage pâle mais vivant. Elle a mis ses mains sur sa bouche et s'est effondrée. Lorena lui a montré les 2 bagues, leur ajustement parfait, l'inscription. Doña Teresa a pleuré encore plus, son mouchoir mouillé, l'âme lourde. « C'est Valeria ?» demanda-t-elle en regardant la jeune femme à côté de la vitre. Lorena acquiesça, puis Doña Teresa s'approcha de la fenêtre, la main tremblante, et toucha l'acrylique. Elle resta là, à regarder sa fille inconsciente, prenant une profonde inspiration et rassemblant le courage qu'elle avait accumulé pendant 22 ans. « C'est après la naissance que ça a commencé », dit-elle, la voix brisée. Anna est tombée dans l'ombre. Elle ne souriait plus, ne répondait plus. À l'hôpital, ils ont dit que c'était de l'épuisement, mais je savais au fond de moi que c'était plus que ça. C'était trop de tristesse. C'était une douleur sans nom. Elle a fermé les yeux, essayant de contrôler les images. 3 jours plus tard, elle a dit qu'elle allait prier. Elle est partie avec le bébé dans les bras et s'est rendue à l'église. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas réfléchir. Elle a juste laissé sa fille là, enveloppée dans une couverture avec une bague accrochée dessus. Elle a gardé l'autre. Valeria a écouté chaque mot, le cœur battant à tout rompre, les yeux rivés sur cette femme qu'elle connaissait à peine, mais qui semblait ressentir la même douleur qu'elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle était vide. On était désespérés. On a cherché le père, les frères, tout le monde. Le commissariat, les orphelinats, l'église, le prêtre, mais elle n'arrivait pas à expliquer. Elle pleurait juste, et tout était perdu parmi les papiers. Sa voix est devenue plus faible. Anna est allée un peu mieux plus tard. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'une dépression postpartum, mais elle ne s'est jamais pardonnée. Jamais. Doña Teresa a sorti quelque chose de sa poche. C'était une petite boîte en carton remplie de petites lettres, soigneusement pliées. Chaque année, le jour de l'anniversaire de sa fille, elle allait à l'église, s'asseyait sur le même banc, priait, écrivait et les gardait. Elle a tendu la boîte à Lorena et lui a dit « Si jamais je retrouve ma fille, je lui demanderai pardon. » La regardant dans les yeux, elle se tourna vers Valeria. « Ma fille ne t'a jamais oublié. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. Elle s'est juste perdue. » Le silence qui suivit était aussi lourd que beau, car il était rempli de vérités enfin dites et d'une question silencieuse dans les yeux de chacun. Dieu donnerait-il cette chance par un fil de vie? Le docteur Herrera est entré lentement dans la pièce, le visage sérieux comme toujours, mais le regard différent, plus attentif, plus ouvert. Il s'est dirigé calmement vers la fenêtre de la salle de soins intensifs, comme quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit dans un moment sacré. Valeria, Carmen, Doña Teresa et Lorena étaient là. Personne ne bougeait, personne ne parlait. C'était comme si le temps se s'était arrêté, dans l'attente d'une réponse dont personne ne savait si elle allait venir. Le docteur est resté silencieux pendant quelques secondes, les yeux rivés sur le moniteur, puis il a parlé sans quitter l'écran des yeux. Il nous a fait un petit signe, mais clair. Les mots sont sortis lentement, comme s'il avait peur de briser quelque chose de très fragile. Un léger mouvement pourrait être un réflexe neurologique, ça pourrait être un mouvement involontaire. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a de l'activité. Valeria a fait un pas en avant. Ça veut dire qu'elle est en vie. Le docteur Herrera la regarda avec respect. Elle est dans le coma, mais son corps réagit encore. Il reste encore un peu de vie, et ça veut dire qu'il y a encore une chance. Carmen se couvrit la bouche de la main. Doña Teresa se remit à pleurer, mais c'étaient des pleurs différents maintenant. C'était l'espoir qui faisait mal, cette fois que l'on ressent sans comprendre. Lorena s'approcha de la fenêtre et inclina légèrement la tête, comme pour rendre grâce en silence. Le son du moniteur continuait son rythme, doux mais présent, comme une respiration calme dans l'obscurité. Valeria posa à nouveau son front contre la vitre, ferma les yeux
et murmura d'une voix brisée. « S'il y a encore une chance, alors on restera jusqu'à la fin. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est qu'on l'attende, même si tout semble perdu, même si tout dit non. La vie revient parfois pour l'amour. » Le temps semblait s'être arrêté. La pièce était silencieuse, mais c'était un silence rempli de quelque chose. Le genre de silence qui n'existe que lorsque tout le monde ressent la même chose au même moment. Le son du moniteur était le seul mouvement, montant et descendant lentement, comme s'il rappelait quelqu'un à la vie. Anna-Sophia ne bougeait pas. Ses yeux étaient toujours fermés, mais soudain, ses paupières bougèrent une fois, puis une autre. Valeria, qui avait déjà le front appuyé contre la vitre, le sentit comme si son propre corps le savait avant ses yeux. Elle regarda les paupières de la femme lentement, très lentement, juste un peu, 2 fentes de lumière, et ses yeux encore flous cherchaient quelque chose, perdu, jusqu'à ce qu'elle murmure très doucement, d'une voix aussi faible que le vent. C'était si silencieux que seule Valeria l'entendit et s'effondra sur place. Ses jambes ne la soutenaient plus, elle avait le souffle coupé, elle appuya son front contre la vitre, les mains tremblantes. « Oui, ici maman, je suis là », dit-elle entre 2 sanglots, presque incapable de parler. C'était un des pleurs avec des mots, c'était un des mots avec de la douleur, c'était tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur pendant des années qui sortait en 2 phrases. Doña Teresa pressa le mouchoir contre sa poitrine, les yeux fermés, priant pour que ce ne soit pas un rêve. Carmen ne pouvait plus retenir ses larmes, et Lorena serra les lèvres, essayant de ne pas sangloter, mais ses yeux étaient remplis de larmes, car elle savait que ce qu'elle voyait, c'était la vie qui revenait, c'était l'amour qui parlait plus fort que tout. Anna-Sophia remua à nouveau les lèvres. « Pardon ». C'était presque inaudible, un soupir, un repentir total en un seul mot. Valeria appuya sa main avec force contre la vitre, comme si elle voulait la briser, comme si elle pouvait vraiment la toucher, et répondit en pleurant « Je te pardonne ». Le moniteur monta d'un cran, puis le silence revint, mais c'était un nouveau silence, un silence complet qui ne faisait pas mal, qui ne pesait pas lourdement, un silence qui guérissait. Ce moment était plus qu'une réunion, c'était la fin de la douleur et le début du pardon qui avait attendu 22 ans pour être prononcé. Valeria resta là, les mains tremblantes, le visage mouillé de larmes, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait désormais différemment. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était autre chose. C'était comme si, bien que blessée, elle pouvait enfin respirer à nouveau. À ses côtés, Doña Teresa pleurait doucement. La femme qui avait autrefois porté Anna-Sophia dans ses bras voyait maintenant cette fille entre la vie et la mort, et elle voyait aussi sa petite fille devant elle, si pleine de vie, si pleine de tout ce qu'elle avait perdu. Carmen les regardait toutes les deux, le cœur serré mais calme. La fille qu'elle avait élevée avec tant d'amour était maintenant confrontée à ses origines, confrontée à la vérité. Et c'est à ce moment-là que Carmen n'en pouvait plus. Elle s'approcha, prit fermement la main de Valeria, et de son autre bras, attira Doña Teresa vers elle. « Venez ici », dit-elle, la voix brisée. C'était un geste simple, mais lorsque cette étreinte se referma, 3 femmes, 3 histoires, 3 morceaux de la même perte, quelque chose en elle commença à guérir lentement, tranquillement. Valeria pleura sur l'épaule de Carmen, mais ses larmes étaient différentes maintenant. C'étaient des larmes de purification. Doña Teresa posa sa tête sur elles deux. Et là, dans cette chaleur humaine qu'aucune tragédie ne peut voler, les générations se touchèrent. La mère qui avait perdu sa fille, la fille qui avait perdu sa mère, la femme qui avait créé de l'amour là où il n'y avait autrefois que de l'abandon. Là, dans cette étreinte serrée, l'amour fit la seule chose qu'il sait faire. Il prit les morceaux et commença à les rassembler. Le lendemain se leva gris, un de ces ciels qui ne pleurent pas bruyamment, mais qui ne montrent pas non plus de joie, un ciel respectueux et silencieux, exactement comme le moment l'exigeait. Lorena était assise dans la petite salle d'inventaire de l'hôpital, le dossier ouvert devant elle, le stylo entre les doigts, le visage sérieux, le regard fixe. Sur le plateau en acier reposaient les 2 bagues, désormais réunies, assemblées, complètes. Elle prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de tourner une page. Elle prit le dossier à la section décrivant les effets personnels et écrivit lentement. Paire de bagues réunies. Paire Endeg 2-1, simplement parce que c'était ainsi qu'elles étaient arrivées là. Lorena s'est arrêtée un instant, a regardé à nouveau les bagues, ces moitiés qui avaient passé des années séparées, l'une dans le coffre d'une fille sans réponse, l'autre au doigt d'une femme qui vivait dans l'ombre du regret. Maintenant, elles étaient réunies. Et Lorena, sans que personne ne la voie, porta sa main à sa poitrine et appuya doucement, comme pour remercier d'être le pont,
La personne qui avait vu, qui avait ressenti, qui avait insisté, qui n'avait pas ignoré le signe lors de la veillée funèbre. L'atmosphère était respectueusement silencieuse, simple, sans luxe, sans précipitation, seulement des gens qui aimaient et avaient besoin de clore un cycle, le cœur en paix. Anna Sophia était allongée, le visage serein, l'air heureux, presque souriant, la peau déjà froide mais sans douleur, comme si elle avait enfin pu se reposer du poids qu'elle avait porté pendant si longtemps. Valeria s'est approchée du cercueil appalant, tenant les 2 bagues ensemble dans ses mains. Elle a pris une profonde inspiration, tremblant un peu. Le collier autour de son cou bougeait au rythme de son cœur qui battait la chamade. Elle s'est agenouillée à côté du cercueil, a regardé le visage de sa mère et a dit doucement « Maintenant, tu peux te reposer, maman ». Elle prit délicatement les mains d'Anna Sophia, ouvrit ses doigts, plaça les 2 bagues ensemble, les referma lentement, puis posa son front sur ses mains, ferma les yeux, et à cet instant, il n'y avait plus de questions, plus de douleur sans nom, seulement un amour silencieux, mûr, complet, et l'adieu qui s'imposait, celui qui aurait dû avoir lieu dès le début, mais qui n'était possible qu'à présent, alors que tout se remettait en place. La pièce était vide, la veillée funèbre était presque terminée. Il ne restait que quelques fleurs à côté du cercueil, le doux parfum des lys et du vieux bois. Les voix s'étaient tues, et le silence semblait désormais plus intime, plus respectueux. Lorena se tenait près de la porte, observant Valeria de loin sans l'interrompre. Elle tenait une enveloppe pliée dans ses mains. Elle n'était ni grande ni belle, mais elle contenait ce qui était peut-être la partie la plus délicate de tout cela. Le brouillon de la lettre qu'Anna Sophia avait écrite, mais jamais envoyée, oubliée au fond du sac parmi des papiers épars, une vieille clé et la vie qu'elle avait essayé de cacher. Lorena s'approcha lentement. Valeria était toujours à genoux, les mains posées sur le bois du cercueil. Elle ne pleurait plus, mais ses yeux portaient encore le poids de la tristesse qui venait de naître. Lorena se pencha et posa sa main sur l'épaule de la jeune fille. Lorena dit avec affection « J'ai trouvé ça dans son sac, mais je ne te le donnerai qu'à une seule condition. » Valeria la regarda. C'est qu'elle ne le lise que lorsque la douleur serait moins vive. Elle lui tendit l'enveloppe avec précaution. Valeria la prit comme si elle recevait quelque chose de trop précieux pour être ouvert à ce moment-là. Elle passa ses doigts sur le papier, sentant la texture des mots qu'elle n'avait pas encore lus. Puis elle se tourna vers sa mère, s'approcha d'elle, se pencha à nouveau et, avec une douceur que seule une personne qui a vraiment pardonné peut avoir, embrassa Anna Sophia sur le front. Le baiser fut long, silencieux, rempli de tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant 22 ans, de tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire, de tout ce que seul un geste pouvait expliquer. Les yeux humides mais désormais calmes, elle murmura « Je me souviendrai du bon en toi ». Sa voix tremblait, mais c'était une promesse, car Valeria ne voulait pas garder seulement la douleur ou seulement la perte. Elle allait garder ce que sa mère avait essayé d'être, ce qu'il y avait de bon en elle, ce qui restait entre les lignes, ce que l'amour, bien que douloureux, avait laissé derrière lui. Elle ne savait pas quand elle aurait le courage d'ouvrir cette lettre, mais elle savait une chose. Son histoire ne s'était pas terminée par l'abandon. Elle avait recommencé avec le pardon. Les jours passèrent après la veillée funèbre. Le monde ne s'était pas arrêté. Les bus étaient toujours pleins, les marchés bondés, l'horloge continuait de tourner. Mais à l'intérieur de Valeria, tout continuait d'avancer à un rythme différent. C'était comme si elle était née à nouveau, mais en tant qu'adulte, pleine de cicatrices. Cet après-midi-là, assise sur le bord du lit, elle tenait dans ses mains un petit collier en argent, simple et discret, avec une réplique exacte des 2 bagues suspendues au centre, jointes l'une à l'autre, réalisées avec la même coupe, la même forme, mais dans un autre métal à une autre époque. Elle passa délicatement ses doigts sur le pendentif, comme si elle parlait à quelque chose qu'elle ressentait. Carmen est entrée dans la pièce sans faire de bruit, s'est appuyée contre la porte et a regardé pendant un moment. Puis, elle s'est approchée. « C'est joli », a-t-elle dit avec un petit sourire. Valeria l'a regardée et a répondu d'une voix calme. « Ce n'est pas pour attacher, maman, c'est pour se souvenir. » Carmen a hoché la tête. Valeria serra le collier plus fort contre elle. « Je ne veux pas porter le poids de ce qui n'a pas été, ni le vide de ce qui manquait. Je veux me souvenir qu'au final, on s'est retrouvés, même si ça a été douloureux, même si ça l'était tard. » Elle passa le collier autour de son cou et le laissa là, contre sa peau. « Maintenant, il prend soin de moi. Avant, il me faisait mal, maintenant il me protège. » Doña Teresa, qui écoutait depuis la porte, fit un pas en avant et dit doucement « Elle aurait aimé savoir ça, ma fille. » Valeria sourit, les larmes aux yeux. Le collier bougeait doucement sur sa poitrine.
et avec lui la certitude que certaines cicatrices ne sont pas là pour faire mal, mais pour nous rappeler d'où on vient, qui on est et qui on décide de pardonner pour aller de l'avant. Une infirmière essaie d'enlever la bague d'une jeune femme décédée, mais soudain, la main se referme et elle panique. Le soleil se levait lentement derrière les immeubles, sa lumière chaude touchant le trottoir encore humide du petit matin. Chicago commençait à se réveiller, mais là, à l'entrée de l'hôpital, le temps continuait de s'écouler plus lentement. Lorena se tenait à côté de Valeria, toutes deux silencieuses, le vent doux soufflant dans leurs cheveux. Le petit collier avec les 2 bagues reposait sur la poitrine de Valeria, comme s'il savait qu'elle pouvait désormais reposer en paix. Lorena lui a pris la main avec tendresse et l'a regardée dans les yeux sans se presser. Quand on comprend la douleur de quelqu'un, on juge moins et on aime plus. Valeria n'a pas répondu par des mots, mais son sourire timide et son regard plus calme en disaient long. Maintenant, je te demande, toi qui regardes cette vidéo, que ferais-tu à la place de Valeria? Pourrais-tu pardonner? Aurais-tu attendu? Porterais-tu aussi ce collier, non pas pour t'accrocher, mais pour te souvenir? Dis-moi dans les commentaires ce que tu dirais à ta mère ou à la personne qui t'a élevé. Je veux savoir qui est resté avec moi jusqu'à la fin, alors commente avec la phrase « Moi aussi, je pardonne pour aller de l'avant ». N'oublie pas d'aimer et de t'abonner à la chaîne, et surtout, active la cloche, car d'autres histoires comme celle-ci vont arriver et tu ne voudras pas les manquer. En fait, clique sur la vidéo à l'écran. C'est une histoire émouvante qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à repenser à ce qui compte vraiment dans la vie. On se voit là-bas. Salut!